Mesdames, Messieurs, encore, c'est moi, votre professeur historien Henri Fontaine. Aujourd'hui, nous allons faire un tour à travers ce peuple-là qui est des fois mystique, mythique, maléfique même des fois, aujourd'hui qui est magnifique. En ce jour du 18 novembre, qui sont les Haïtiens? Sauver mon pays, j'ai vengé l'Amérique, oui, les rebelles noirs de Saint-Domingue vont se rêver les vengeurs du Nouveau Monde. Ce qu'ils ont à venger, c'était un triple affront, l'affront de l'ordre colonial et l'affront de l'ordre esclavagiste et l'affront de l'ordre racial. Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous la domination française. Donc, devenant ce 1er janvier 1804, premier État noir du continent américain, Haïti se sépare de sa puissance colonisatrice, la France. Et c'est bien, aujourd'hui, je veux vous parler. Donc, nous allons faire l'histoire. À ce domaine, c'était extrêmement important. L'abolition n'était pas donnée. Nous l'avions arrachée par une révolte d'esclaves. Mais ce n'était pas une révolution, c'était une révolte. Il n'y avait pas eu de révolution. C'était une révolte des esclaves. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps pour vous dire comment c'était déroulé. Donc, sous le choc, sous l'emprise et sous l'influence également à l'occasion, je peux dire, de la Révolution française, le prix de la liberté à Haïti a été énorme, exorbitant. Mais nous pouvons dire que ce pays le paye encore après 200 ans. Mais maintenant, face à la Révolution haïtienne, et nous regardons la Révolution française aussi, mais qui doit quoi et à qui? Saint-Domingue, donc, c'est la partie occidentale de l'Hispaniola. Donc, les Français ont fait reconnaître leur souveraineté en 1697. Du 16e au 19e siècle, le commerce triangulaire entre l'Europe et l'Afrique et l'Amérique a jeté plus de 12 millions d'Africains transformés en marchandises dans le cale des navires. La colonie de Saint-Domingue en particulier, qui repose sur une économie de plantation de café et d'indigo, compte plus à elle seule 90 000 esclaves. 90% de la population. Donc, une fois débarqué, l'espérance de vie de l'esclave ne dépassait pas 3 à 5 ans. L'économie de plantation de l'économie française de Saint-Domingue est l'une des plus mortifères du continent de l'Amérique. Mais pourtant, en France, on l'appelle l'Éden du monde occidental, la perle des Antilles, qui aujourd'hui la mer des Antilles. Donc, il faut savoir, madame, messieurs, en métropole, la France, 1/8 de la population française vivait indirectement ou directement du commerce haïtien. Donc, c'était un régime de violence physique et cruelle. Donc, l'économie coloniale de l'implantation régissait sur le code noir qui réglementait la condition des esclaves. Ce régime de terreur à Saint-Domingue, les esclaves ne se révoltaient pas. Ils fuyaient. Donc, le marronnage. Donc, les maîtres publiaient dans les journaux
la liste du nom des esclaves qui étaient en fuite. Donc, les planteurs renforcent la répression sur les plantations. L'année 1784 est même marquée par l'assassinat de plusieurs maîtres. Tout cela, ce sont des signes qu'on peut considérer. Mais la date que l'on retient pour fixer le début du soulèvement général des esclaves noirs de Saint-Domingue, dès la nuit du 14 août 1791, Abouakay Imam, un personnage étrange du nom de Duty Bookman, mais son nom de famille n'était pas Bookman, on lui attribuait ce nom de Bookman, c'est parce qu'il lisait beaucoup. Donc, il était anglais, ça faisait book, c'est livre, donc on l'appelait Bookman. Donc, il organisait un soulèvement. Ils jurent ensemble avec les esclaves de briser les chaînes de l'esclavage. La nuit du 14 août 1791, à Boakaïmam, donc, c'était une cérémonie vaudou, selon les dires, mais en fait, c'était un référendum. De la nuit du 21 au 22 août, les esclaves brûlaient les plantations et tous les bâtiments industriels. Donc, la plaine du Nord est en flammes. En France, de nombreuses gravures racistes circulaient, donc, pour dire que la sauvagerie des rebelles noirs qui faisaient des massacres sur les Blancs à Saint-Domingue. Mais fin août 1791, l'armée rebelle compte 10 000 combattants. Donc, ce nombre, après, en novembre, atteignait 90 000. Donc, mais il faut dire que tous les insurgés n'étaient pas d'accord sur ces objectifs. Il y en a beaucoup qui, parmi eux, et on le sait, qui se battaient d'abord pour une amélioration, un adoucissement de leurs conditions de travail dans la colonie. Mais il y en a deux qui étaient plus radicales de ces rebelles. Donc, eux autres, ils voulaient plutôt une abolition absolue, définitive de l'esclavage. Mais une chose est certaine, c'est que au fur et à mesure de la révolte des esclaves, donc une position radicale qui l'avait emporté, vive, libre ou de mourir. Donc c'est le slogan du Jacobin noir haïtien. Les esclaves ont retourné ce slogan contre leur maître. Vis-à-vis de l'esclavage, y compris parmi les Jacobins les plus célèbres des clubs révolutionnaires, pourtant, dès 1790, la Société des armées des Noirs donc, réclame l'abolition de l'esclavage. Mais considérons que les Noirs ne sont pas encore prêts pour la liberté, quand aux puissances coloniales, le 13 mai 1791, on faisait voter à l'Assemblée un décret qui constitutionnalise le maintien de l'esclavage dans la colonie. À Saint-Domingue, c'était un déclencheur du soulèvement du 17 août 1791. Dans le nord de l'île, à Paris, on a voté 4 avril 1792 la loi qui reconnaît le droit politique aux libres de couleur. Il s'agit de réunir toutes les forces contre les esclaves pour mettre un terme à ce révolte à Saint-Domingue. En 1792, la guerre s'étend en Europe. L'Espagne et l'Angleterre ont déclaré les hostilités féroces contre la France révolutionnaire. Et à Saint-Domingue, à cette époque, les insurgés jouaient de ces possibilités politiques. Donc, il y en a qui ont pris parti pour l'Espagne et d'autres pour l'Angleterre. À Saint-Domingue, on a compris qu'il fallait procéder à des actions. 29 août 1793, décret de l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. C'était donc le décret. Tous les nègres étaient concernés. Ces nègres sont déclarés libres pour jouir des droits
pour vivre le droit comme des citoyens français. Donc, en réponse à ce décret, le 4 février, la Convention nationale adopte une décision la plus radicale de la révolution de l'esclavage dans tout l'Empire français. Donc, cette fois-ci, l'ordre des causes continue. L'impulsion devient sanglante. Donc, mais désormais, dans la figure de celui de la postérité sera le Jacobin noir du nom de Toussaint Louverture. En 1791 et 1793, Toussaint Louverture s'impose comme le meneur de la révolte qui va, à partir de 1794, changer d'alliance et prendre le parti du camp républicain. En 2012, on a découvert dans un film de Philippe Nion que la première fois, ce film était consacré à la vie de Toussaint Louverture. Donc, je vous invite à aller visionner ce film-là. Joué par l'acteur haïtien Dimi Jean-Louis. Donc, Toussaint a eu des stratèges autodidactes. Il adapte ses alliances à son mot d'ordre, liberté générale. Donc, l'histoire continue. Après l'abolition de l'esclavage, donc, on a élevé Toussaint au grade de général de division. Donc, c'était un chef militaire, lui, il était très puissant et intelligent. Donc, la révolution, je veux dire, révolte continue. Donc, mesdames et messieurs, le Spartacus noir qu'on a appelé Toussaint Louverture, la révolution haïtienne a trouvé son incarnation la plus glorieuse et la plus autoritaire. En moins de 10 ans, après avoir défait les puissances étrangères et les oppositions internes, Toussaint Louverture parvient à prendre la plus haute fonction à Saint-Domingue. Il relance la production du café, du coton et du sucre qui recouvre en partie en 1801 le niveau du 790. Donc, c'est un fort qui programme en 1801 la première constitution haïtienne, anti-esclavagiste, anti-raciste. En France, il y a une vive réaction du premier consul de Napoléon Bonaparte. On organisait une expédition. C'était l'expédition de Saint-Domingue. Au départ, le rapport de force faisait que en 1802, Toussaint, lui, l'ouverture et défait à 3 reprises le 7 juin 1802. Il est fait prisonnier et envoyé en exil. Le Spartacus noir est déporté au fort de Joux en France le 23 août 1802, bien que Napoléon Bonaparte exigeait qu'on lui réserve un traitement convenable, mais on l'avait mis dans une cellule étroite. Il a vécu les 5 derniers mois de sa vie. Le 7 avril, il s'est éteint. Le 7 avril 1803. C'était le premier lieu de mémoire lié à l'esclavage. En 1955, Aimé Césaire, un poète haïtien, qui a consacré un passage à Toussaint Louverture. Un homme seul, emprisonné de blanc, qui défie les blancs de la mort blanche. Au Panthéon, c'est en reconnaissance de son rôle de l'abolition de l'esclavage, il y a un plat commémoratif
à la mémoire de Toussaint Louverture. Donc, en 2023, on a organisé une cérémonie qui incarnait Toussaint, comme je vous disais dans un film. Toussaint Louverture meurt le 7 avril 1803. Mais ce n'est pas lui le perdant de l'histoire. Le perdant de l'histoire, c'est Napoléon. L'histoire de l'indépendance haïtienne, c'est l'histoire d'une défaite napoléonienne. Donc, lui qui impose des décisions, le rétablissement de l'esclavage aboli en 1794, l'esclavage est rétabli par Napoléon le 20 mai 1802. On a, à ce moment-là, en 1802, 1803, la brutalisation de la campagne de Saint-Domingue qui atteint des proportions énormes. Tout le choc de cette violence extrême se radicalise, unifie sous le commandement du général Jean-Jacques Dessalines. Donc, Jean-Jacques Dessalines, l'ancien bras droit de Toussaint Louverture, qui a arraché le bandeau blanc du drapeau pour créer le drapeau bleu et rouge. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous laisser et bientôt, vous aurez une suite de cet exposé. Donc, je vais vous parler du 18 novembre 1803, quand les troupes françaises vont évacuer le fort de Vertières. Donc, le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance de l'île, qui devient Haïti, ce pays de merveille.